tous. Je suis très heureuse d'ouvrir cette cinquième séance, cinquième et avant-dernière séance du cycle développement durable. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom d'ICOM France et de tous les comités nationaux, internationaux et alliances régionales qui sont partenaires de ce cycle. Le sujet de ce soir, c'est donc celui du numérique et du développement durable, qui sera discuté et abordé par un riche panel d'intervenants internationaux que je remercie par avance. La séance est coordonnée, préparée et animée par nos collègues de l'Alliance régionale ICOM Arabe et son président, Ershahri Damali, que je remercie tout particulièrement. Je voulais simplement vous rappeler aussi que la soirée est traduite dans les 3 langues de l'ICOM, le français, l'anglais et l'espagnol, donc n'hésitez pas à choisir votre canal de traduction. Je remercie nos traducteurs et l'équipe d'ICOM France, Anne-Claude Maurice, Alexia Maquinet et Raphaël Koskas, grâce à qui ce cycle ne serait pas possible. Et je ne perds pas plus de temps et je donne tout de suite la parole à vous, cher Ershahri. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, tous les collègues autour du monde. Nous sommes ravis de vous accueillir lors de cette cinquième session dans le cycle développement durable avec l'association de différents comités ICOM et des universités de partout dans le monde. Le thématique de cette cinquième séance concernera le numérique et le développement durable, surtout dans le domaine des musées. Aujourd'hui, nous avons 5 intervenants. Monsieur Emmanuel Château-Ducier, professeur en muséologie numérique à l'Université de Montréal au Canada. Madame Amaryllis Lage, coordinatrice des expositions et du contenu du musée de demain à Rio de Janeiro. Nous aurons aussi un collègue de l'Égypte, Mohamed Ismaël, professeur d'archéologie et de systèmes d'information sur le patrimoine dans la faculté d'archéologie à l'université Ain Shams au Caire. Nous aurons aussi Johanna Eramo de la Finlande et avant Sophie Bichler et Olivier Bilecki de Paris. Notre collègue de la Finlande est directrice du programme numérique de la Finnish National Gallery à Helsinki, en Finlande. Nous avons 5 intervenants. Chaque intervenant aura 10 minutes pour s'exprimer sur son thème. À la fin de la session, il y aura une session de questions-réponses qui permettra des échanges avec le public. Comme j'ai dit, notre premier intervenant est Emmanuel Château-Ducier, qui est historien de l'architecture et professeur adjoint en muséologie numérique. C'est la première fois que j'entends parler de cette fonction, de la muséologie numérique. C'est très intéressant. Il travaille à l'Université de Montréal. Il est également engagé dans l'histoire de l'art numérique et il a été impliqué dans plusieurs programmes majeurs comme des projets collectifs sur les corpus numériques. Il est responsable de plusieurs autres projets comme l'édition numérique de Courte-Antoine. Beaucoup d'autres projets sont possibles à citer. Je souhaite lui laisser beaucoup de temps. Je voudrais juste préciser qu'aujourd'hui, il va présenter une technologie numérique et ses impacts environnementaux. C'est un sujet très important. Il va également nous parler des musées et l'adoption de la dissémination de l'écologie et l'égalité environnementale dans ce contexte et la sobriété. À vous la parole. Merci beaucoup. Je remercie l'ensemble des organisateurs pour cette invitation qui m'amène à parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle aussi précisément parce que je m'occupe de muséologie numérique. Alors, je suis pas le seul à détenir ce titre. Sarah Kenderdine à Lausanne est également professeure en muséologie numérique. Donc, on peut espérer que de plus en plus, on sera nombreux à s'occuper de ces questions. Alors, depuis plusieurs années, divers auteurs alertent sur l'impact environnemental de plus en plus considérable du numérique. La part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre est comprise entre 2,1 et 3,9% du total mondial, soit l'équivalent du trafic aérien.
Surtout, les émissions augmentent de 6% par an, alors que les accords de Paris prévoyaient une réduction de 7%. Et même si depuis 2018, le Shift Project en France a largement montré que celle-ci est principalement liée à la fabrication et au renouvellement du matériel, une bonne partie des enjeux environnementaux du numérique n'est évidemment pas liée à l'usage qu'on en fait, mais à une grande partie du volume matériel produit et à son processus de production. Néanmoins, au regard de la crise climatique, il n'est donc plus possible d'ignorer les conséquences écologiques de nos activités numériques. Loin de l'imaginaire immatériel qui leur est traditionnellement associé, ces activités s'inscrivent très directement sur des dispositifs de consultation physique et présentent des réalités techniques qui ne sont pas sans conséquences dès lors que l'on prétend adopter une démarche de responsabilité environnementale. Certaines nouvelles technologies, comme la 5G ou encore la blockchain, posent très directement la question de la consommation énergétique et de leur application dans le domaine culturel. Mais au-delà de ces approches plus évidemment énergivores, le domaine du numérique au musée est fortement marqué par l'irruption régulière de nouvelles technologies qui a pour pendant le rapide obsolescence technique. En adoptant un point de vue plus global, on peut fondamentalement s'interroger sur l'équité de l'accès aux technologies à travers les institutions muséales en fonction de leur taille, de leur localisation géographique. Et en fait, c'est sur tout un écosystème de la performance et de l'innovation technologique qu'il faut déconstruire aujourd'hui et peut-être remiser. Comme y invitait Bruno Latour en pleine épidémie de Covid, c'est peut-être le moment de faire l'inventaire de ce à quoi nous sommes attachés et de ce dont nous sommes prêts à nous libérer. Il s'agirait donc d'envisager des stratégies d'atterrissage, dit-il, et des trajectoires de fermeture. À cette fin, faut-il, ainsi que le proposent un certain nombre de collègues au sein du groupe Origin Lab, renoncer au futur déjà obsolète, c'est-à-dire, selon eux, que nous n'aurions pas d'autre choix que d'apprendre en urgence à restaurer, fermer et réaffecter ce patrimoine. En ce sens, liquider les enjeux de justice et de démocratie, sans liquider, pardon, bien sûr, les enjeux de justice et de démocratie, comme le front de modernisation et son anthropologie du projet, de l'ouverture et de l'innovation, il reste à inventer un art de la fermeture et du démantèlement, une anti-écologie qui mette les mains dans le cambouis. Donc ce programme de travail, c'est un programme relativement radical, hein. Il faut, selon eux, penser une situation où le numérique n'est plus viable, le penser comme un commun négatif, et cette stratégie, on peut se poser la question de savoir si elle est applicable aux activités numériques des musées. Je vais essayer de ralentir pour la traduction. La question du numérique dans les institutions patrimoniales est depuis longtemps indissociable des notions de pérennisation et de sustainability au sens large. Des dépenses importantes réalisées depuis de nombreuses années dans la numérisation des collections découlent de grandes responsabilités. Le patrimoine n'étant plus seulement numérisé, il est devenu numérique, comme l'a rappelé l'UNESCO dès 2003. Mais la préservation à long terme de l'information numérique est problématique. Un rapport récent d'Ithaca rappelait que le terme préservation avait été largement dévalué par les vendeurs qui proposent des solutions pour la préservation numérique. Assurer une pérennisation à long terme nécessite d'adopter une attitude active et une démarche itérative. À travers un stewardship des données, d'une part, il s'agit de prendre soin, care, de fait, on constate que les institutions patrimoniales sous-investissent très généralement la préservation numérique. Ce qui vaut pour les collections numérisées vaut encore plus pour les dispositifs de médiation, qui bien souvent prennent la forme de produits jetables, dont on peut parfois se demander s'ils ne répondent pas plus à des modes qu'à des usages, ou si conçus de manière plus stratégique et incrémentielle, ils n'auraient pas pu disposer d'une durabilité plus accrue. Je pense ici notamment à une remarque que faisait le directeur de la National Gallery of Denmark à Copenhague, Jacob Wang, qui dès 2018 mentionnait la nécessité de s'intéresser à des solutions plus flexibles, aux opportunités de réutiliser des contenus pour justement limiter les pertes d'énergie ou de développement continu de sites web, c'est-à-dire de se focaliser probablement de manière plus concentrée sur un certain nombre de commitments et produire de véritables bons sites web plutôt que de multiplier les initiatives. Alors on repère ici deux problèmes qui ne sont pas entièrement propres au numérique. D'une part, le problème de la maintenance numérique, qui renvoie bien évidemment à sa matérialité, et puis d'autre part, la notion de dette technologique,
le choix de certaines technologies est en fait associé à des coûts économiques et techniques, mais également écologiques. La réduction de l'usage énergétique et des déchets technologiques associés aux coûts d'opération ou à la réduction de la dette environnementale est donc un réel enjeu pour les musées. Et cet enjeu, il est relevé depuis longtemps puisque le Manual of Digital Museum Planning de 2017 lui consacre réellement un chapitre. Alors, faut-il aller vers un démantèlement? De nombreux musées ont déjà bien identifié la maintenance et le renouvellement du matériel informatique comme des leviers possibles pour réduire leur empreinte environnementale. Faut-il pour autant s'orienter vers un démantèlement de la présence en ligne? Il faut penser ici un certain nombre de boucles de rétroaction. En fait, la réponse est probablement pas univoque. La fermeture généralisée des musées pendant la Covid a bien montré le rôle central de leur site web dans le maintien de leur opération. Plusieurs musées d'ampleur internationale, à l'instar du Rijksmuseum, lors de l'exposition Vermeer ou de la National Gallery de Londres récemment dans son plan stratégique, assume aujourd'hui clairement la visite virtuelle comme un substitut pour un public mondial qui pourrait ne pas se déplacer. Et la crise sanitaire a joué un rôle révélateur non seulement de l'importance vitale du numérique pour les institutions, lorsque nombre d'établissements étaient contraints à la fermeture, mais aussi de la transformation intervenue ces dernières années dans tout le champ culturel. Cependant, toutes les institutions patrimoniales n'ont pas la même capacité à s'approprier des technologies de pointe et des dispositifs parfois coûteux en raison de leur taille et de leur organisation. Et dans un contexte où ces technologies numériques apparaissent cruciales pour l'existence même de ces institutions, comment dépasser cette fracture numérique et penser l'usage de ces technologies pour des petites institutions muséales et culturelles? C'est à mon avis un argument qui justifie également de réfléchir à une plus grande sobriété numérique, pour laquelle je voudrais avancer ici deux notions qui me semblent intéressantes par les affordances qu'elle propose, celle de minimal computing et de basse technologie ou low-tech, qui, à mon avis, peuvent inspirer de nouvelles approches du numérique dans le secteur muséal. Introduit par Alex Gill de Columbia University en 2015 dans le cadre d'une initiative pour les Digital Humanities qui s'appelle Global Outlook for Digital Humanities, le minimal computing propose de s'interroger sur ce que nous avons réellement besoin pour produire un projet donné. Suivant le concept d'architecture de nécessité proposé par Ernesto Rosa, il s'agit d'envisager l'informatique dans un contexte contraint en termes de ressources matérielles, logicielles, éducationnelles, de réseau ou d'énergie. Et je trouve que c'est une approche intéressante parce que c'est une approche qui invite du coup, et plutôt un mouvement critique, en partie environnementaliste, qui du coup implique une balance entre les gains et les coûts qui sont relatifs à l'usage de telle ou telle technologie, en incluant une réflexion sur la justice sociale et les enjeux de réutilisation ou de maintenance. Parmi les principes qui sont énoncés autour de ce minimal computing, il y a plusieurs idées, comme par exemple l'idée d'un minimal design, d'un minimal maintenance, puis aussi d'un minimal obsolescence, ainsi que d'une justice maximale, avec l'idée de réduire des barrières d'entrée et d'accès, de participation et d'autoreprésentation dans l'informatique, pour pouvoir construire des systèmes qui soient les prémices d'une justice sociale, c'est-à-dire d'une informatique qui serait basée sur des principes d'équité, de diversité et de partage. Il s'agit ici, en quelque sorte, d'une démarche qui propose de remplacer la facilité offerte par les GAFAM et leur interface user-friendly par une simplicité et une sobriété technique autour de collaborations possibles sur le développement de logiciels libres facilement appropriables et reproductibles. En quelque sorte, c'est opposé une stratégie de basse technologie en contraste avec le high-tech et la complexification croissante des technologies, et notamment une voie qui permet éventuellement de lutter contre l'accaparement par une poignée d'entreprises de la production, de la diffusion et du contrôle des contenus. C'est une approche qui permet de pointer la nécessité d'investir des technologies maîtrisables qui visent l'autonomie des acteurs et leur incapacitation. Les technologies du low-tech sont utiles, durables et accessibles, et certains pointent aussi leur intérêt en termes de sobriété. Et du coup, je crois qu'il est temps pour les musées aujourd'hui d'essayer de réenvisager, plutôt que de simplement démanteler, de choix de solutions techniques simples, facilement maîtrisables et mobilisables par la communauté muséale et patrimoniale, dans une logique d'ouverture et de partage,
qui implique de concevoir le développement autrement à travers des mutualisations possibles entre institutions, le partage, la collaboration pour créer un écosystème plus sain et mutualiste fondé sur des technologies ouvertes et maîtrisables. Le double intérêt de cette transformation, c'est qu'il permet éventuellement d'aborder des questions, des objectifs d'émancipation et de réappropriation qui passent par le choix de logiciels libres et open source, mais aussi de répondre à des enjeux écologiques. Merci. Merci, Monsieur Emmanuel. Merci pour votre respect du temps. Sorry, I will. Toutes mes excuses, je vais parler maintenant en anglais parce que j'avais précisé que j'allais parler en anglais. Merci pour votre présentation. C'était très éclairant. J'aime beaucoup cette idée de mixité entre les outils numériques et les enjeux sociaux et écologiques. Et c'est dans cet espace qu'existent les musées dans leur responsabilité environnementale et sociale, surtout concernant la mesure d'impact écologique de l'utilisation des outils numériques dans cet environnement. Je suis sûre que cela va susciter des questions. Sans perdre du temps, je vais passer donc maintenant la parole à notre deuxième intervenante qui s'appelle Madame Amaryllis Lager du Musée de demain à Rio de Janeiro. Amaryllis Lager est journaliste et spécialiste dans l'écriture créative avec un master en linguistique. Elle est aussi doctorant dans ce même domaine. Elle est coordinatrice des expositions et du contenu au Musée du Demain à Rio de Janeiro. Elle a aussi été finaliste pour le prix le plus traditionnel et prestigieux du Brésil avec son livre Manuel de Inovanças qui s'est basé sur une des expositions du musée. Elle va parler de leur exposition virtuelle organisée au sein du musée de demain. Pour parler de ce qui se passe dans la forêt de l'Amazonie. Je vais maintenant lui passer la parole afin qu'elle puisse s'exprimer sur ce sujet. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir. Bonjour, je vais intervenir en anglais. Tout d'abord, je veux vraiment exprimer ma reconnaissance de cette occasion, cette opportunité d'échanger, d'écouter d'autres idées et également de partager notre expérience ici au Musée de demain. Je m'appelle Amaris, je suis coordonnatrice des expositions au musée. Et vous voyez notre bâtiment vraiment très beau à Rio de Janeiro. Nous sommes un musée relativement récent. Nous avons ouvert les portes en 2015. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ça fait près de 9 ans et nous sommes maintenant l'un des musées les plus visités, les plus fréquentés au Brésil. On attend 6 millions de visiteurs le mois prochain. Et j'aimerais partager quelques informations avec vous qui sont vraiment très pertinentes par rapport à ce que j'avais partagé dans cette présentation. Nous avons l'un des musées les plus fréquentés au Brésil et 40% de nos visiteurs ne fréquentent pas régulièrement des musées. De plus, 22% de nos visiteurs n'ont jamais visité un musée. Donc, j'aimerais que vous ayez cela en tête parce que là, on parle de Rio de Janeiro et au Brésil, la plupart de nos musées sont dans les grandes villes de Rio de Janeiro et São Paulo. Donc, nous sommes dans une société où les personnes n'ont pas beaucoup d'accès aux musées, au type de débat que nous voulons mettre en place et le type de contenu que nous voulons présenter. Donc, c'est important de garder cela en tête. Voici, nous nous concentrons beaucoup sur l'Anthropocène, c'est le sujet majeur des expositions.
Avoir cette opportunité d'intervenir auprès d'autant de personnes au Brésil, cela nous fait vraiment plaisir parce que ça nous permet de sensibiliser par rapport à l'anthropocène, par rapport au changement climatique pour un public plus large. Alors, au-delà du changement climatique, l'anthropocène et tous ces sujets au sein de nos expositions, nous avons également des expositions temporaires. Je vais en évoquer une, l'exposition Fructuros. C'est un néologisme qui combine les fruits et le futur. Alors, nous avons eu cette exposition au musée pendant 6 mois. C'était une vraie réussite. On a eu beaucoup de visiteurs, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et pendant l'exposition, on a mis en place une enquête où on a posé la question aux visiteurs pour savoir s'ils avaient appris de nouvelles choses lors de leur visite. Et 90% des 220 000 visiteurs nous ont dit qu'ils avaient appris quelque chose de nouveau par rapport à l'Amazonie. Alors, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais la plupart des personnes au Brésil, la majorité de la population n'est jamais allée à l'Amazonie parce que le Brésil, c'est un énorme pays, donc on ne connaît pas grand-chose sur la culture de cette région. Alors, la plupart de nos informations viennent des informations, des actualités en lien avec la déforestation, etc. Alors, nous étions vraiment ravis des résultats de notre exposition. Mais cela nous a permis également de nous poser la question, et alors, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Parce que c'est un sujet tellement important pour notre société. La forêt amazonienne est importante pour nous en tant que pays, mais également pour le monde entier. Pardon, je vérifie un message dans le chat, excusez-moi. Et on avait l'impression d'avoir cette responsabilité de permettre à ce que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ce type d'information, l'information qu'on a pu présenter dans cette exposition. Alors, à la fin de l'exposition, nous avons créé un site web spécifique. Ce que nous avons souvent, nous avons une page d'accueil pour nos expositions, mais cette fois, nous avons mis en place un projet vraiment particulier afin de vraiment continuer à mener ce débat. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, nous sommes confrontés par une sécheresse historique dans l'Amazonie et l'un des fleuves principaux est à un niveau historiquement bas et nous avons l'impression d'avoir cette responsabilité pour mettre tous nos efforts pour apporter ces informations à nos publics afin de faire vivre le débat. Nous avons donc mis en place ce site web et on s'est posé la question par rapport au contenu qu'on allait partager pour nos visiteurs en ligne. Alors, nous proposons une visite virtuelle et les visiteurs, cela permet aux visiteurs de comprendre l'exposition, de voir les informations par rapport à la biodiversité amazonienne, les autochtones, les connaissances locales, la bioéconomie, les perspectives pour l'avenir. Et puis, il y a des militants, des enseignants également qui ont fourni ces informations, qui sont impliqués dans la région. Mais de surcroît, nous avons pu mettre en place d'autres informations créées spécialement pour le site web, des entretiens, etc. Nous avons mis en place surtout du contenu pour les enseignants et pour les élèves, les étudiants. Il nous semble que c'est vraiment important d'apporter ces sujets à cette nouvelle génération. Et nous savons que les élèves des écoles publiques au Brésil ont souvent des difficultés à accéder à l'Internet.
Donc, la création d'un site web ne résout pas l'écart social qui est présent au Brésil. Donc, nous avons créé ce projet qui permet aux enseignants d'imprimer le contenu et ainsi partager avec leurs étudiants ces informations en lien avec la biodiversité amazonienne par rapport aux aspects culturels tels que la musique, la littérature. Ce sont des sujets qu'on évoque pas souvent quand on pense quand on parle de l'Amazonie, on n'évoque pas souvent les aspects culturels. C'est ce type de réflexion qui nous a menés dans ce projet. Pour le moment, nous avons eu 40 000 visiteurs au niveau du site web et c'est quelque chose que je partage avec vous parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez également. Vous êtes en train aussi de vous dire comment est-ce qu'on peut atteindre un public plus large, comment est-ce qu'on peut euh, continuer à faire vivre le débat et les contenus qui ont été créés. Parce que ces sujets sont vraiment très importants pour nous. Alors, j'aimerais vous remercier et voici le lien pour le site web si vous aimeriez aller voir. Et voici mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un message si vous avez une question ou des informations que vous aimeriez partager avec moi par rapport à un projet de ce type. Merci beaucoup. Muito obrigado. Thank you. Merci beaucoup, Amaralis, de votre présentation. J'espère que l'exposition virtuelle a permis de démocratiser cette exposition et atteindre un public beaucoup plus large. Et j'espère qu'à la fin, il y aura des questions spécifiques pour vous parce que je serais intéressé de connaître les chiffres au niveau de combien de personnes ont pu visiter la version virtuelle et quel était l'impact au niveau de votre musée. Maintenant, nous allons passer à le docteur Mohamed Ismaël, qui est titulaire d'un doctorat en études du patrimoine des musées et d'une maîtrise en gestion du patrimoine culturel avec une thèse sur l'utilisation de la réalité il a également une maîtrise en gestion du patrimoine culturel de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec une thèse intitulée L'utilisation de la réalité augmentée dans les musées égyptiens. Il a 24 ans d'expérience dans le domaine de la technologie numérique au service du patrimoine culturel et des musées. Il est actuellement chargé de cours à la faculté d'archéologie et de l'université Ain Shams. Et il est membre du conseil d'administration du Comité national égyptien de l'ICOM et membre du conseil d'administration de l'AVICOM. Il va nous parler aujourd'hui des usages numériques dans les musées d'archéologie égyptiens et l'utilisation des technologies de réalité étendue au musée des enfants. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis contente de participer à ces échanges très importants. Je souhaiterais vous partager certaines des solutions numériques mises en œuvre dans les musées égyptiens. En 2000, l'Égypte a établi le Centre pour la documentation du patrimoine culturel et naturel, qui s'appelle COPNAT, pour confirmer le rôle dans le patrimoine culturel et numérique. Depuis ce moment, plusieurs institutions ont été créées dans les musées égyptiens afin de disséminer les connaissances autour du patrimoine. Ces solutions comportent des solutions multimédia, des sites web, des applications, des systèmes d'affichage et ainsi de suite. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Une de ces solutions s'appelle Culturama, un panorama culturel donc.
est un système d'affichage panoramique sous brevet qui a été installé et développé dans certaines des institutions culturelles et dans des musées en Égypte, tels que Politica Alexandria, le musée littéraire national au Caire. Un autre exemple est un hologramme, le masque virtuel de la tombe de Toutankhamon, qui a été exposé au Caire, alors que le masque d'origine s'est situé au laboratoire. Un autre exemple est d'un affichage holographique dans le musée d'art islamique afin de présenter deux artefacts qui n'existent plus en exposition. Le système a été récompensé du comité AVICOM pour la meilleure installation dans l'année 2019. Une autre solution a été créée pour le tombeau de Touten et sa femme. Ce tombeau a été découvert à Souad et transporté au musée des capitales de l'Égypte, qui fait partie maintenant de l'exposition dans ce musée. Vu sa petite taille, il n'est pas possible que les visiteurs entrent dans ce tombeau, et ceci par souci de conservation. Il a été donc proposé de créer une interaction, une solution interactive avec des casques de réalité virtuelle, afin que les visiteurs puissent voir l'intérieur de ce tombeau. Un autre exemple de ce concept de réalité virtuelle est l'exposition du parc des dinosaures qui s'est tenue au musée des enfants. Plusieurs applications ont été développées afin que les visiteurs du musée puissent découvrir le monde des dinosaures de façon attractive et ludique. L'exposition a utilisé une variété de techniques dont des vidéos à 360 degrés. 2 films ont été produits. Chacun durait 60 secondes. Il y a eu une animation 3D, une impression 3D, un affichage holographique pour les dinosaures avec un mélange d'expériences de réalité virtuelle. En utilisant le casque, les enfants voyaient les dinosaures se déplacer au sein du jardin du musée. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Un autre exemple est le hall du patrimoine numérique au musée Zafran. Ce musée se situe au Caire, qui est dans le palais Zafran, qui est un des bâtiments historiques de l'ère moderne en Égypte. Ce musée a été inauguré en mai de cette année. C'est un musée qui cible les étudiants universitaires, des chercheurs et des scientifiques dans le domaine du patrimoine. En tant que musée virtuel, une exposition du patrimoine a été établie au sein de ce musée. Le concept de ce musée virtuel est de mettre en avant des éléments du patrimoine égyptien en se servant de systèmes. Les systèmes sont les suivants. Ils fonctionnent comme véritable infrastructure pour permettre au personnel des musées d'éditer les contenus, de changer le thème même de l'exposition. Le hall propose plusieurs expériences, dont une cartographie interactive imprimée avec des marqueurs sur les localisations de sites de patrimoine en Égypte. Les visiteurs peuvent visiter les différents sites de façon virtuelle en utilisant la capacité NFC sur les smartphones. Il suffit de mettre le smartphone près
des tours NFC. La deuxième expérience était une application de réalité augmentée où les visiteurs peuvent utiliser une application pour lire des éléments de l'Égypte ancienne. La deuxième application était une explication audio de certaines inscriptions. Sur la chambre de Toutankhamon, par exemple. Il y a des applications en utilisant un casque et cela permet aux utilisateurs de visiter des lieux d'importance historique. Il y a deux applications qui existent. La première est une visite virtuelle au tombeau de Toutankhamon et la deuxième application a été développée par nos étudiants. Il s'agit d'un outil virtuel d'un autre tombeau. Les visiteurs peuvent explorer des contenus multimédia au travers de 2 stations de kiosques interactifs pour accéder à des informations supplémentaires autour des expositions et d'autres sujets. Le sol a été utilisé pour montrer les plans architecturaux de certains sites. Les visiteurs peuvent utiliser les smartphones en scannant les codes QR sur le sol, avec ces marquages au sol. Les visiteurs aveugles peuvent interagir avec un doublon en 3D avec des étiquettes en braille sur un des kiosques avec aussi des casques pour une interprétation audio. La dernière expérience est un hologramme interactif qui affiche plusieurs artefacts égyptiens. Les visiteurs ou les étudiants peuvent choisir une carte qui représente un des artefacts pour s'asseoir sur une table en rotation avec l'opportunité de voir cet artefact de différents angles, de différentes perspectives, de façon interactive. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Dr Ismail, pour cette belle présentation, pour votre travail. J'espère que vous allez continuer avec votre recherche sur l'impact écologique de l'utilisation de ces outils numériques et aussi la facture en énergie pour les musées. Quand on parle du musée et de son budget, s'il est capable d'appuyer, de supporter ces outils numériques afin que ce soit une solution très durable pour les musées. Je vais maintenant passer à notre quatrième intervenante qui est Sophie Bichler, directrice des relations internationales et institutionnelles à l'Univers Sciences, ainsi qu'Olivier Bielecki, qui est directeur informatique chez cette même institution. Sophie Bichler est membre du bureau de l'ICOM France. Elle est directrice des relations institutionnelles et internationales à l'Univers Sciences. C'est un établissement public qui regroupe la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la découverte à Paris. Sophie a plus de 20 ans d'expérience dans le monde de la culture, dans les relations humaines et internationales. Elle a travaillé dans diverses structures culturelles et de musées. Olivier Bielecki est directeur des systèmes d'information à l'Univers Sciences. Il a aussi travaillé dans plusieurs établissements culturels publics, dont le Centre Pompidou, et il travaille maintenant à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Sophie et Olivier, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation à partager avec vous et surtout à apprendre de vous. Bravo pour cette initiative de webinaire. Ce panorama international ce soir est particulièrement riche. Et donc, nous, on est heureux de pouvoir vous présenter ce que fait Univers Sciences en matière de développement durable. Donc, Univers Sciences, ce sont 2 lieux physiques
à Paris, le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et c'est aussi un troisième lieu numérique, le globe.fr. Et pour présenter succinctement l'institution pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, on accueille sur nos sites physiques 3 millions de visiteurs par an et nous avons des expositions dans le domaine des sciences. Sciences humaines, sciences sociales, sciences et sociétés, sciences fondamentales. L'établissement, donc Universcience, est assez engagé sur les sujets de durabilité. On a eu la chance aussi d'apprendre et de partager sur de précédents webinaires. Et un des piliers du projet d'établissement, c'est vraiment le développement durable. Ce développement durable qu'on retrouve dans nos programmes, dans les expositions, l'éco-conception des expositions, comment concevoir des expositions qui sont moins consommatrices de CO2, qui sont réutilisées, comment avoir un montage et démontage responsable de nos expositions et du recyclage. Donc ce volet éco-conception des expositions est important. Nous y travaillons et on a actuellement une exposition sur l'urgence climatique qui est dans notre espace permanent et qui interpelle les visiteurs sur la situation actuelle sur laquelle les scientifiques nous alertent et qui incite surtout le visiteur à prendre part au projet global de transition écologique. On a aussi un certain nombre d'actions à destination de la sobriété carbone de nos événements quand on conduit des festivals, festivals de sciences, festivals thématiques qu'on accueille du public. On a un centre des congrès à la Cité des Sciences et de l'Industrie et nous sommes engagés dans une démarche de labellisation de responsabilité bas carbone. Et puis, sur le sujet évidemment de mobilité et déplacement, celle de nos visiteurs est importante dans le bilan carbone. Nous sommes vigilants. Le numérique responsable est un point important. Alors, le numérique a une place majeure à Universcience parce que, à la différence de certains musées, y compris autour de la table ce soir, nous ne sommes pas un musée de collection. Nous sommes un centre de sciences et nous présentons un certain nombre de dispositifs qui, pour beaucoup d'entre eux, sont numériques et utilisent le digital. Donc l'enjeu est bien sûr de maintenir pour nous ce développement, mais de le faire de façon responsable en contrôlant les émissions carbonées. Et c'est la raison pour laquelle, au travers d'exemples très concrets, Olivier, qui est donc le directeur des systèmes d'information dans la maison, va illustrer concrètement quelques actions que nous avons conduites et sur lesquelles nous serons heureux de pouvoir partager avec vous des questions et des enrichissements. Merci Sophie, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais faire une petite présentation de la labellisation numérique responsable Universcience. Pour commencer, je vous propose de vous présenter ce que c'est que ce label numérique responsable. Ce label, il a été construit par l'Institut du numérique responsable. C'est une association qui a été créée en 2018 en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, de l'ADEME et du WWF. Alors, c'est un référentiel qui s'appuie sur 4 axes qui se déclinent en 14 principes et 40 initiatives responsables. Alors, c'est un référentiel qui évolue. On est labellisé sur sa version 2021 qui s'applique aux établissements publics. Alors, rapidement, les 4 axes sont les suivants. L'axe 1 traite de stratégie de gouvernance. L'idée, c'est de formaliser dans cet axe l'engagement de la direction pour le numérique responsable et de définir son plan d'action. L'axe 2 concerne le soutien à la stratégie numérique responsable. Il faut animer cette démarche de numérique responsable pour faire adhérer les parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont nos personnels, mais aussi nos visiteurs, nos fournisseurs. Communiquer autour de cette démarche et sensibiliser et former le personnel au numérique responsable. L'axe 3, lui, traite du cycle de vie des services numériques. C'est le gros volet, finalement, de cette labellisation numérique responsable. Et donc, l'idée, c'est d'adopter une démarche responsable pour la gestion de ces équipements et des logiciels. Et enfin, l'axe 4, c'est étendre sa démarche numérique responsable
Et là, on essaie de faire participer activement nos parties prenantes, donc les collaborateurs, mais aussi nos visiteurs, pour qu'ils soient acteurs de la démarche et pas uniquement des spectateurs et qu'ils la subissent. Alors, l'obtention de ce label, il se fait sur la base d'un plan d'action à 3 ans, dans lequel figurent des engagements que prend l'établissement. Pour Universcience, nous avons 41 engagements qui ont été identifiés. À ces engagements, on a associé des indicateurs qui vont permettre de suivre la mise en œuvre de notre plan d'action. Et l'objectif, comme l'a dit Sophie, c'est de diminuer les émissions de CO2 qui sont produites par le numérique. C'est l'objectif de la labellisation numérique responsable. Pour vérifier que nos engagements sont bien respectés, nous aurons droit à 2 audits, un audit à 18 mois et un audit à la fin des 3 années de labellisation. Alors, il faut savoir qu'Universcience est le premier établissement culturel à avoir obtenu ce label numérique responsable, qui a été attribué pour l'ensemble de l'établissement et pas uniquement sur le volet informatique de gestion pour nos personnels. Donc, il s'applique à nos activités donc internes, la gestion de l'établissement, mais aussi à celles qui sont relatives à notre offre culturelle et scientifique, les expositions, les médiations, les conférences, tout ce qui se passe dans le musée. Et l'obtention de ce label, c'est le fruit d'un travail collectif. Toutes les directions et délégations ont été impliquées sur une durée de presque 1 an. Donc, il y a une très forte mobilisation de l'ensemble des directions pour qu'on aboutisse à quelque chose de concret. Je vous propose là maintenant de rentrer vraiment dans le vif du sujet en prenant quelques exemples très concrets de ce que c'est que ces actions dans le cadre du numérique responsable. Je commencerai par l'axe 3, donc, qui traite du cycle de vie des services numériques. Alors, ça concerne à la fois, comme je le disais, les matériels et les logiciels. Et il y a un principe d'action qui vise à favoriser la sobriété et l'allongement de la durée de vie des matériels et logiciels dès la phase d'achat. On voit que le cycle de vie, c'est j'achète et à la fin, je n'utilise plus. Qu'est-ce que je fais de ces matériels? Donc, Universcience, pour la phase achat, nous avons un objectif qui est que 100% de nos procédures d'achat de matériel intègrent des clauses sociales et environnementales d'ici à 2024. Donc, c'est ambitieux. À fin du deuxième trimestre 2023, nous avons déjà 67% de nos procédures qui intègrent ces clauses. Donc, on voit qu'on va bien atteindre notre objectif a priori. Le cycle de vie, c'est aussi l'utilisation et le remplacement de nos matériels. Alors, jusqu'à présent, on avait une politique de remplacement qui était j'achète un matériel, en termes financiers, il est amorti au bout de 5 ans, donc je peux le remplacer et je le remplace. Donc maintenant, cette politique de remplacement n'est plus celle-là. On ne remplace plus systématiquement un matériel, mais on le fait plutôt en fonction de l'évolution des activités du personnel qui utilise un matériel. Si une personne fait toujours le même travail, qu'elle n'a pas de nouveaux besoins et que son matériel fonctionne, elle va continuer à utiliser ce même matériel pour faire son travail. Et donc, on prolonge comme ça la durée de vie de nos matériels qui peuvent atteindre 7 à 8 ans aujourd'hui sur des matériels de bureau. Et puis, quand on a fini d'utiliser ces matériels pour nos besoins professionnels, c'est-à-dire qu'ils ne répondent plus à des exigences techniques, par exemple, eh bien, on continue à les recycler. On les propose dans un premier temps sous forme de dons à nos personnels. Et donc, on organise des campagnes de dons et on en a déjà organisé 2. On a déjà donné 140 écrans et plus de 150 configurations PC écran. Et là, à la fin du mois d'octobre, nous organisons une 3e campagne. Et à nouveau, nous allons donner 150 PC écran. Donc, on voit bien que les matériels qui ne sont plus utilisés en interne ont une seconde vie chez nos personnels et continuent à être utilisés pour leurs besoins. Et en parallèle, nous avons des discussions avec des associations qui œuvrent dans le champ social. La plus connue, c'est Emmaüs Connect. Et donc, nous essayons de travailler avec eux pour essayer de leur donner aussi nos matériels qui ne sont plus utilisés. Je le disais, la démarche, elle s'applique à l'ensemble de l'établissement. Et donc, comme le disait Sophie, nos expositions intègrent une réflexion sur les besoins en numérique et la disponibilité des matériels, puisqu'on monte successivement un certain nombre d'opérations dans l'année. Et donc, on étudie maintenant la possibilité de réemployer des matériels qui avaient été achetés pour des expositions qui ne sont plus visibles dans l'établissement. Donc, on essaie de maximiser le réemploi des matériels. Sur le volet logiciel, nos applications, celles que nous avons développées, intègrent dès le cahier des charges l'obligation d'éco-conception des applications. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? À titre d'exemple, encore une fois, très concret, nous sommes en train de refondre nos sites web. Et donc, la refonte doit respecter un référentiel qui a été produit par le ministère et l'État et qui s'applique à l'ensemble des établissements publics.
c'est le référentiel général d'éco-conception des services numériques. Et donc, nos futurs sites web seront pensés pour être utilisés, et l'un des intervenants l'a précisé, seront pensés pour être utilisés par des équipements anciens. Donc, on ne subit pas la course aux nouvelles technologies forcément, aux nouveaux développements, mais on essaie plutôt d'avoir du low-tech finalement, hein, de s'assurer que nos sites seront utilisables par le plus grand nombre sans avoir à réacheter du matériel. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de faire durer la vie des matériels. De la même façon, les contenus, eux aussi, seront pensés pour être numériques responsables, c'est-à-dire qu'on analyse leur pertinence. Est-ce qu'on a besoin de mettre des images et de la vidéo sur toutes les pages? Et puis, est-ce que le poids de ces vidéos et de ces images doit être de la très haute qualité finalement? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter d'un peu moins de qualité pour un même service, mais du coup, des trafics et des consommations d'espace moindres? Concernant l'axe 2, qui traite donc, comme je le disais tout à l'heure, de la stratégie numérique responsable, là, dans cet axe, on se propose d'organiser ou de faire participer et d'organiser des événements pour sensibiliser les parties prenantes, à la fois, donc, comme je le disais, internes ou externes. Et donc, on a mis en place pour nos personnels sur notre intranet un espace qui est dédié au numérique responsable. Donc là, on explique où on en est de notre démarche, mais on donne aussi des guides de bonnes pratiques qui peuvent s'appliquer à la fois dans le cadre professionnel, mais aussi au niveau personnel. Et puis, nous organisons 4 fois par an des événements qui reprennent le concept de Cyber Cleanup Day, que tout le monde doit connaître. Donc, à chaque changement de saison, 4 fois dans l'année, on propose à nos personnels de faire du nettoyage de leurs espaces de stockage. Et 4 saisons, donc on a 4 espaces de stockage. Donc, classiquement, les serveurs de partage de fichiers des directions, la messagerie, l'espace de stockage personnel sur OneDrive, et puis on utilise la solution Teams. Et donc, on monte des projets dans lesquels on stocke aussi des fichiers. Et donc, on leur demande de faire le point sur leurs documents, leurs fichiers, et de nettoyer le plus possible ces espaces. Et donc, pour les aider, la DSI organise des ateliers donc dans lesquels on présente ces outils et l'usage qui peut en être fait. Et on parle aussi de méthodologie pour mieux gérer les données, éviter de dupliquer ces données 10 fois, de faire des sauvegardes de sauvegardes de sauvegardes. On voit bien que là, on consomme de l'espace disque, qui dit espace disque dit serveur, et donc dit consommation électrique et émission de CO2. Et puis, on a tout un tas d'autres actions, donc je ne rentrerai pas plus dans le détail, hein, qui sont mises en œuvre. Pour bien gérer le cycle de vie de la machine, on a besoin de connaître notre parc. On a énormément de matériel, à la fois pour nos personnels, mais aussi dans les expos, comme l'a dit Sophie. Et donc, on a intérêt à bien connaître ces matériels et à avoir des processus de gestion qui soient les plus communs possibles. Aujourd'hui, on donne le matériel qui est utilisé par nos personnels, mais demain, pourquoi pas donner aussi le matériel qui est utilisé dans les expositions à des visiteurs, enfin à des associations, par exemple, hein, qui en auraient un usage alors que nous n'en avons plus. Nous organisons aussi pour nos visiteurs des repair cafés. Donc là encore, l'idée, c'est de permettre de réparer des matériels et donc de prolonger la durée de vie de ces matériels. Donc vous voyez que ce label, il est ambitieux et il nous fait nous poser beaucoup de questions et il impose aussi un certain nombre de contraintes, mais c'est le prix à payer pour finalement diminuer nos émissions de CO2 numériques. Merci à vous. Merci beaucoup de cette présentation qui a été vraiment très intéressante. Surtout au niveau de cette recherche de la réduction d'émissions de CO2 et félicitations également pour ce système de labellisation au niveau de la responsabilité numérique. C'était vraiment intéressant d'entendre que on peut appliquer ce label dans un contexte muséal. Jusqu'ici, je connaissais uniquement cette procédure dans les grandes entreprises. Je suis content de savoir qu'on peut le mettre en œuvre dans le secteur muséal. Notre dernière intervenante est Johanna Iramo. Elle est directrice du programme Digital Finnish National Gallery. Johanna a une maîtrise de l'Université de New York. Elle est directrice du programme numérique de la Galerie nationale finlandaise. Elle cherche à encourager l'internationalisation des entreprises finlandaises. Avant
Cette position, elle était chef de communication au musée d'art finlandais. Elle va nous parler de l'empreinte verte de la Galerie nationale finlandaise. Johanna, c'est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation chaleureuse. Pour vous dire, j'ai pu arriver à temps. Il y a eu des problèmes de déplacement pour moi, donc je suis arrivée à 5 minutes près pour cette présentation. Merci beaucoup d'être ici, d'avoir été si arrangeant. Je m'appelle Johanna Eramu, je suis de Helsinki. On vous salue de là-bas. Il y a 3 musées physiques au sein de notre établissement, avec aussi des réserves de stockage, avec une collection d'art d'environ 60 000 œuvres d'art, avec des contenus archivaux associés, juste pour vous donner un peu une vue d'ensemble pour l'organisation pour laquelle je travaille. Environ 75% de nos collections ont été numérisées jusqu'à un certain point. Certains ont été numérisés dans les années 1980. C'est assez démodé maintenant. Nous cherchons maintenant à atteindre les 100% comme nous le pouvons. Le programme numérique que je représente a été lancé en juin 2022 et va durer jusqu'à la fin de l'année 2024. Je vais vous en parler un peu plus tout à la fin de ma présentation. En 2019, en réaction aux chiffres assez frappants de la crise écologique mondiale, le personnel de la Galerie nationale finlandaise a commencé à échanger autour de notre empreinte écologique du travail effectué dans le musée. Nous avons réalisé que certains de nos travaux pourraient être ne pas laisser de très grandes empreintes. Nous avons néanmoins estimé qu'il était important de faire quelque chose pour la planète. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. La première chose a été de comprendre le périmètre de nos émissions en CO2. Pour ceux et celles ayant tenté de le faire, je ne sais pas si mes collègues l'ont déjà évoqué, mais c'est quelque chose de très difficile. Ce calcul est compliqué à faire. Il n'y a pas de solution facile pour savoir ce qu'il faut intégrer, ce qu'il faudrait exclure au niveau des chiffres. Donc, nos calculs comportent les 3 musées et nos bureaux administratifs, mais cela ne comporte pas nos espaces de stockage des collections. Le coût en énergie pour les musées représente le poste le plus important. C'est là donc que nous avons commencé. En 2019, nous avons mesuré cela comme on l'a pu. Nous savons maintenant que nous avons émis 1 417 000 CO2 équivalents. Et c'est donc notre année de référence pour le travail à faire à partir de ce moment. En énergie, plus spécifiquement, l'électricité représente la source la plus importante en CO2. En changeant la source à l'éolienne, nous avons pu réduire les niveaux d'1 million de CO2 équivalents par année. C'est ça le plus grand changement, ce que vous constatez de 2019 à 2020. Nous avons eu des panneaux installés pour réduire davantage le système. Ce sont des panneaux photovoltaïques pour être autonomes dans la production d'énergie. Vous voyez aussi que le déplacement représente 5,5% des émissions, le transport des œuvres représente 4% et les déchets représentent 2% des émissions. Avec ces connaissances, le personnel de la Galerie nationale finlandaise s'est engagé dans des changements opérationnels. Nous souhaitons être neutres pour le bilan carbone d'ici 2025. Nous avons adopté un système de gestion environnementale afin de mesurer nos avancements, nos progrès pour atteindre la neutralité de carbone.
Il y a un programme qui s'appelle Empreinte verte. Nous avons voulu donner à ce programme un nom assez positif. Une empreinte écrase quelque chose si c'est une empreinte du pied. Nous voulons donc l'empreinte de la main. C'est une empreinte verte de la main. Cela comporte les 3 musées de la Galerie nationale et nous avons un délai jusqu'à 2027 pour travailler sur ce programme. Nous sommes engagés dans la réduction de 10% des émissions liées au transport des œuvres d'année en année. Le personnel de la Galerie nationale n'a plus le droit de se déplacer en avion au sein du pays de la Finlande. Il faut prendre soit un bateau, soit un bus, soit un train, souvent le train. Nous reconnaissons et nous célébrons annuellement les réussites dans le domaine du verre par le personnel. Nous voulons célébrer même les plus petites victoires quand les personnes s'engagent dans des comportements verts. D'autres choses au sein de ce programme sont de favoriser des alimentations locales et végétariennes, la réduction du plastique. Nous avons besoin, bien sûr, d'emballer les œuvres, mais il y a un sticker maintenant de l'empreinte verte sur les matières pour que les gens sachent que nous n'envoyons pas les matières nouvellement créées, mais que nous réutilisons ce que nous pouvons. Nous sommes en coopération avec les autres musées de Helsinki quand c'est possible et nos commissaires, quand c'est possible, choisissent des œuvres venant des régions au plus près de la ville plutôt que des régions plus éloignées. Et la durabilité environnementale est un critère dans le choix des produits pour les boutiques du musée. Pour passer à la prochaine diapositive maintenant, en 2020, le groupe de travail de l'empreinte verte s'est engagé aux côtés de notre équipe informatique afin de calculer les émissions CO2 de nos services numériques. Le camembert représente les proportions ici. Il est très difficile de calculer les émissions CO2 de produits et services numériques. Beaucoup de producteurs n'indiquent pas si leurs systèmes sont écologiques ou non. Et pour parler du périmètre, en 2020, les émissions CO2 des 3 musées plus les bureaux étaient à 417 000 en kilogrammes équivalents par an. Et le chiffre que vous voyez ici, les 81 000 en fait partie. Le plus grand enjeu se situe autour du matériel, les téléphones, les casques, les box, les ordinateurs, tous ces équipements électroniques que l'on utilise. Certains sont difficiles à réutiliser et à bien envoyer en déchets. C'est quelque chose que nous essayons d'étudier ensemble. D'autres postes qui représentent 11%, c'est l'utilisation de services numériques, les applications sur Internet, des serveurs sur site et aussi logiciels en tant que service. Dernière diapositive, s'il vous plaît. Avec le soutien de cette connaissance, avec ces 11% qui représentent le cloud et le logiciel en tant que service, nous avons lancé en 2022 la découverte et le pilotage de différentes façons de découvrir l'art de façon 100% numérique. Un des critères clés, c'est de chercher la création de produits et services numériques qui ne sont pas gratuits. On ne cherche pas à avoir quelque chose qui va nous apporter beaucoup d'argent. On ne cherche pas le bénéfice, mais les coûts augmentent et nous cherchons à répondre à cela. Le programme que je dirige actuellement cherche spécifiquement à trouver des façons d'expérimenter l'art qui n'est pas exposé dans les musées.
Nos produits ne sont pas des alternatives, des suppléments aux expositions physiques, mais complètement séparés, des produits et services complètement à part, conçus pour les utilisateurs numériques. Nous avons tenté des expositions dans des mondes virtuels, des expositions virtuelles, des expositions 360 degrés et des vidéos sur demande. Certains programmes ont déjà été lancés, certains sont en cours de lancement. Notre première exposition en réalité virtuelle concernait le monde de Hugo Simbert qui va être lancé la semaine prochaine. Cela demandera l'utilisation d'un casque. Il y aura une version téléphone et une version ordinateur. Je suis tout à fait prête à partager les liens au travers de LinkedIn, au travers de Ecom France, comme vous le souhaitez. Voici ma contribution de cette soirée pour vous parler de ce programme Empreinte verte de la Galerie nationale finlandaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation, Johanna. Merci beaucoup que vous avez montré les mesures que vous utilisez dans vos institutions. Et ceci afin de réduire l'impact écologique de l'utilisation des outils numériques au sein de votre institution. C'est très impressionnant. Et merci aux autres intervenants aussi parce que, comme nous voyons, les outils numériques sont très, très importants au sein de nos musées, surtout quand nous faisons face aux natifs numériques, ce sont nos visiteurs du futur. Si je parle de natifs numériques, c'est bien pour dire que nous serons obligés d'utiliser de plus en plus des outils numériques afin d'atteindre ces générations de natifs numériques, comme j'ai dit. Je ne sais pas s'il y a des questions pour les intervenants. J'ai qu'une seule question. Ensuite, je vais poser ma propre question. Donc, j'ai vu une question dans le chat qui vient de qui est pour Monsieur Ismaël. Ça vient d'Isabelle, qui parle de quel genre de solutions numériques sont utilisées pour l'inventaire de votre collection au sein de vos musées. Vous parlez de bases de données, des systèmes de bases de données? Oui, les bases de données que vous utilisez pour documenter les collections. Au niveau des bases de données, dans la plupart de nos musées, nous utilisons FlyMaker parce que c'est un outil très utile, très facile à mettre en œuvre au niveau des musées. Le personnel n'a aucune difficulté pour le prendre en main. Notre personnel n'a pas d'arrière-plan technique, ce ne sont pas des programmateurs, des développeurs ou des experts de l'informatique. C'est pour ça que nous utilisons FileMaker pour la plupart de nos musées en Égypte. Donc, merci beaucoup. Alors, si vous avez d'autres questions, merci d'utiliser le chat ou bien lever la main. Monsieur Michel Guiraud aimerait intervenir. C'est à vous la parole. Merci de vous présenter d'abord. Alors, jusqu'en 2020, j'étais directeur des collections du musée de l'histoire naturelle à Paris. Donc, je connais ce type de musée et de ce type de collection. Alors, c'est une remarque surtout pour Emmanuel. J'ai bien aimé ce que Olivier a dit au niveau de l'univers science et je pense que c'est vraiment très important de travailler sur l'entretien de tous ces aspects. Mais une question, c'est que il semble qu'au niveau de la frugalité et la question du contenu numérique, un sujet que j'aimerais poser sur la table, c'est pour qui et pourquoi est-ce que nous numérisons des contenus? Parce que si on regarde la recherche, on numérise beaucoup de nos collections, on a des millions d'objets qui sont numérisés et en réalité, ces collections sont accessibles par un groupe de scientifiques plus large et puis un public plus large. Et l'intérêt
au niveau de cette numérisation, ce que nous avons découvert quand on a numérisé les collections, c'est que on a pu les utiliser pour accueillir les visiteurs et on leur a posé la question qu'on a posée, c'était est-ce qu'on devrait avoir moins de place pour accueillir les visiteurs parce qu'on était en train de numériser. Mais en fait, la numérisation a permis aux visiteurs de mieux préparer leur visite. Alors, cela a permis d'avoir une meilleure utilisation de nos collections. En fait, les données utilisent le système FAIR, le fait qu'on peut facilement trouver des données utilisables. Nous avons énormément de données, des pétabits de données. Et quand on met tout ensemble, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour traiter les données et pour les mettre dans une collection. Au niveau du public, quelque chose qu'on peut mettre en œuvre pour tous les musées, c'est la science citoyenne, la science participative. On peut mettre nos collections sur Internet et de cette manière, le public peut nous aider et par la même occasion, ils peuvent approfondir leur connaissance de la science. Alors, la question, c'est que oui, on utilise on émet beaucoup de CO2 pour la numérisation et on va accroître la quantité des données, mais il faut également prendre en compte le bénéfice. Il faut, voilà, j'aimerais avoir le point de vue d'Emmanuel sur cette question. Merci beaucoup pour la question, Michel. Je pense que votre remarque est très importante et en fait, je ne recommandais pas d'arrêter la numérisation ou d'arrêter l'ensemble des opérations, mais plutôt de se demander effectivement pour quel usage, pour qui et pourquoi. Et en l'occurrence, je pense qu'il faut considérer les différents publics. Et pour les musées de sciences, la question de la disponibilité des collections pour la recherche est fondamentale et relativement essentielle. On peut se poser après des questions sur certains types d'usages. Est-ce qu'il est pertinent d'appliquer de la fouille d'images à grande échelle sur des grands corpus? Pourquoi faire en tout cas? Et comment limiter l'impact aussi de l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle sur ces corpus? Il y a un collègue notamment de Pittsburgh qui proposait des solutions, par exemple, pour documenter des vecteurs de manière à éviter d'avoir à réentraîner sans cesse sur des mêmes lots d'images pour d'autres opérations. Donc il y a peut-être des stratégies à développer. Mais vous avez raison, il faut penser les choses en termes d'optimisation. Et en l'occurrence, l'exemple que vous citiez de la disponibilité de la collection numérique et de l'optimisation des usages physiques de la collection est, à mon avis, tout à fait pertinent. Et la question de la science citoyenne, évidemment, aussi, puisque c'est au cœur des missions du musée, de rendre disponibles les collections, d'en fournir un accès intellectuel et physique. Si on regarde les textes éthiques qui gouvernent en fait l'ensemble de l'activité muséale, que ce soit à l'ICOM, au Canada, du côté de l'Association des musées canadiens, c'est une responsabilité éthique des musées que de rendre disponibles les collections. Donc je ne renonce pas à ça, en tout cas pour ma part. Merci beaucoup, Emmanuel. En fait, moi, j'ai une question pour tous les intervenants. Comme je l'ai dit, il est très important d'utiliser des outils numériques, mais quand on les met en œuvre dans nos musées et quand nous les utilisons à un niveau industriel, est-ce que vous pensez que cela va changer nos musées et qu'on va finir par avoir des musées virtuels à l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir moins de visites physiques? Est-ce que vous pensez que ces outils numériques pourraient impacter négativement les musées, le sens du musée et également le niveau de fréquentation des musées? C'est une question pour tous les intervenants. Si je peux me permettre, je ne crois pas que cette crainte va se concrétiser. Nos 3 musées
fonctionne vraiment bien. Et en fait, c'est tout au contraire, en fait. Dans le domaine numérique, si je parle de l'art, des œuvres d'art, on n'a pas besoin de suivre ce qui appartient au monde physique. On n'a pas la pesanteur, on n'a pas la question de la lumière qui peut détruire les œuvres dans le temps. Donc, de cette manière, on peut permettre aux œuvres de perdurer plus dans le temps, parce que le physique va se détériorer dans le temps. Alors, on peut faire des choses dans le numérique qui ne sont pas possibles dans le monde physique, mais les musées physiques restent authentiques. Je ne pense pas qu'on va perdre ce désir profond d'être proche et près de ces œuvres physiques ou de voir quelque chose dans un musée d'histoire naturelle qui touche notre cœur. Je pense que il ne, il- mais par la même occasion, on aura la possibilité d'afficher des collections, nos objets partout dans le monde en même temps. Je suis peut-être trop optimiste, mais pour moi, ça va pas être un problème. Moi aussi, je peux y aller. Moi aussi, je suis très optimiste. Je n'ai pas peur non plus. En fait, j'aimerais parler un peu de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, parce qu'en fait, il y a vraiment un fort nombre de personnes au Brésil qui ne vont pas au musée. Bien sûr, c'est en lien avec le fait que les musées sont dans les grandes villes et puis un aspect économique qui est réel parce que même s'il y a des visites gratuites, aller au musée, c'est quand même quelque chose qui coûte de l'argent. Il faut payer le transport et, et cela, on ne peut pas le résoudre, ces sujets-là pour le public. Mais ce n'est pas uniquement l'aspect économique, il y a également un aspect psychologique. Beaucoup de personnes au Brésil considèrent que les musées ne sont pas pour eux, qu'ils ne sont pas accueillis dans ces lieux, qu'ils ne vont pas pouvoir comprendre. Mais je crois que des musées, des expositions numériques pourraient nous permettre de montrer à un public plus large ce que nous faisons en tant que musée et montrer un peu à quel point c'est enthousiasmant et réduire ce sentiment de ne pas être bien accueilli. Alors, ça, c'est un aspect. Je pense que nous avons la possibilité d'atteindre un public qui ne vient pas nous voir de manière générale. Mais dans le même temps, je pense que quand nous faisons cela, nous devons repenser notre offre quand ils vont venir dans le musée physique. On ne peut pas leur faire la même proposition qu'ils vont retrouver sur un site web. Comment est-ce qu'on peut inviter les visiteurs qui viennent nous voir et, et leur permettre d'avoir une autre expérience où ils vont se rencontrer, où ils vont participer au projet? Alors, je pense qu'il y a un défi pour nous. Comment est-ce que nous pouvons transformer l'expérience que nous proposons quand on va accueillir nos publics? Merci beaucoup. J'ai posé la question parce que si je suis d'accord avec vous que les outils numériques vont nous permettre d'atteindre un public plus large, il y a un problème au niveau de l'équité d'accès de ces outils. Est-ce que tous les musées au monde peuvent se payer cette technologie? C'est surtout la question d'équité au niveau de l'accès. Est-ce que des musées qui utilisent ces outils devraient attendre à ce que tous les musées puissent également emboîter le pas? Je pense que nous allons avoir une variété de prise en charge de ces outils à l'avenir. C'est pour cela que j'ai posé la question. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre ou est-ce qu'on passe à la prochaine question dans le chat? Alors, il y a Nadia qui pose une question par rapport à la création de musées virtuels.
C'est une question qui est rédigée en français. Vous pouvez le lire dans le chat. Et, elle dit que peut-être que les visites virtuelles pourraient impacter les revenus des musées. Nous avons également Mutaz Osman qui aimerait poser une question. Mutaz, allez-y. Merci de vous présenter d'abord. Merci beaucoup. Je suis Mutaz Osman de Dubaï. Merci beaucoup pour ce séminaire vraiment très intéressant et merci à tous nos intervenants. Nous avons vraiment reçu des informations très intéressantes. En fait, ma question, c'est une demande à vous, Dr. Damali. Et je pense que ce type de séminaire où on apprend les uns des autres est vraiment important et on peut partager les connaissances partout dans le monde. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, mettre en place un séminaire qui traite des nouveaux défis pour nos musées et comment on peut résoudre ces questions? Parce qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup de ces aspects très positifs au niveau des technologies numériques, mais je me dis qu'on pourrait apprendre beaucoup aussi des différents intervenants au niveau des nouveaux défis auxquels on est confronté en tant que musée. Merci beaucoup de cette initiative et merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Osman. Je prends note de vos propositions et peut-être dans le prochain cycle de webinaire, on pourrait prendre en compte vos idées. Donc, ma dernière impression au niveau de ce webinaire sur la responsabilité écologique, en fait, c'est un atelier qui est responsable au niveau écologique parce que nous n'avons pas prendre des avions pour se retrouver, pour se voir, mais je propose que les différents comités d'ICOM puissent proposer à ICOM de créer un groupe pour travailler sur des recommandations pour l'utilisation des outils numériques responsables au sein des musées. Ces recommandations pourraient être publiées à l'avenir, d'ici 2 ou 3 ans, parce que la responsabilité numérique des musées a sa place dans les directions stratégiques de l'ICOM. Et puis, pourquoi pas créer un label de la responsabilité numérique des musées et on pourrait labelliser un musée tous les ans en fonction d'un certain nombre de critères. Et on pourrait mettre cela en place. Donc, ce sont 2 recommandations qui pourraient peut-être être prises en compte et je serais ravi de soutenir ces recommandations avec nos collègues dans le cadre de ce cycle de webinaire et présenter cela au bureau d'ICOM. Merci beaucoup une nouvelle fois. Les intervenants, peut-être vous avez des choses à rajouter ou sinon je vais passer la parole à Émilie Girard pour conclure le séminaire. Je pense qu'il y a une personne qui va prendre la parole. Merci beaucoup, Chéri, pour cette modération, cette présentation. Merci beaucoup à tous nos intervenants, effectivement, d'avoir traité avec brio de tous ces sujets et d'avoir ouvert, je pense, des perspectives de réflexion pour beaucoup d'entre nous. On a été nombreux ce soir à vous suivre, donc je crois que la thématique était attendue et je pense n'aura pas déçu les personnes qui nous ont suivis. Donc vraiment, merci à tous. Je voulais simplement vous rappeler que la prochaine et dernière séance de notre série de webinaires aura lieu le 22 novembre, toujours à 17h30. Et elle sera consacrée à la question des plans d'urgence et de la reconstruction. Et elle sera coordonnée, préparée et modérée par nos collègues de l'ICTOP. Et on les remercie par avance. Donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.